Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pas de facecam, donc vous ne verrez pas mon visage. Dans ma critique d'El Camino, j'avais dit que je ferais sûrement une vidéo sur mes séries préférées, et c'est ce que je fais aujourd'hui. Cependant, je vais préciser 2-3 trucs. D'abord, cette vidéo est un top 5. 5 excellentissimes séries, rangées par ordre de préférence personnelle, sachant que je les adore toutes. Donc attention, subjectivité, pour votre santé n'en abusez pas. Ensuite, cela représente mon avis du moment, ce que je pense maintenant. Je peux changer d'avis, je peux découvrir une nouvelle série, remettre en question une série du classement, etc. etc. Mais bon, assez de bavardage, place à la vidéo. Et on entre de suite dans le classement avec du lourd, du super lourd, avec 2 Emmy Awards quand même. Black Mirror est une série d'anthologie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'histoire à proprement parler, puisque tous les épisodes nous racontent une histoire différente, avec de nouveaux personnages, une nouvelle ambiance, bref, un nouveau truc quoi. Mais tous les épisodes ont un point commun, ils utilisent tous les nouvelles technologies comme point de départ de leur intrigue. Si je vous parle de cette série, c'est parce que certains épisodes sont des chefs-d'œuvre, comme USS Callister, qui est un peu un mélange glauque de Ready Player One et Star Trek, Shut Up and Dance, qui est l'un des épisodes de série les plus troublants que j'ai vus. En fait, c'est toute la série qui est troublante. Elle utilise toujours une technologie qu'elle pousse à l'extrême, comme des robots chiens tueurs, un système de like-dislike à l'échelle humaine, un genre de convertisseur de souvenirs au format MP4, ou de la recréation artificielle de personnes mortes. Si, véridict. Mais la force de cette série, c'est qu'elle aurait pu très vite tourner vieux con en mode « Ah là là, enfin une série qui dit tout haut ce qu'on pense tout bas, qui parle des jeunes qui n'ont pour Dieu que leur téléphone, avec leur tablette et leur Twitter, ils regardent même plus le ciel, mais qui va nourrir mes pigeons quand je serai mort, XD ». Mais la série ne le fait pas du tout, car elle ne parle pas vraiment de technologie mais de réaction humaine. Et pour montrer ça, je vais prendre pour exemple un épisode que je vais donc spoiler, donc attention, voilà, je vais mettre une petite timecode. La chasse est le deuxième épisode de la saison 2 de la série. Il nous raconte l'histoire d'une femme qui se réveille dans une maison, complètement amnésique, poursuivie par un homme armé d'un fusil de chasse, et les gens à qui elle demande de l'aide ne font que la filmer avec leur téléphone. Résumé comme ça fait un peu vieux grincheux qui se plaint de Pokémon Go sur Facebook. Mais à la fin de l'épisode, on apprend enfin le nom de la femme qu'on suit depuis le début. Victoria Skillen, qui a kidnappé une petite fille avec son copain, et pendant que celui-ci torturait la fillette, elle ne faisait que le filmer. Toutes les épreuves endurées par Victoria pendant l'épisode étaient scriptées par le tribunal, et les gens qui la filmaient sont des membres du public qui ont payé pour la faire souffrir. La joie, la bonne humeur, on s'amuse. Et là, l'épisode devient une critique de la tendance de l'être humain à vouloir une vengeance, de la loi du talion, et même de la peine de mort. On comprend alors que la morale de la série n'est pas « c'était mieux avant, brûlons la technologie », mais « l'être humain est souvent mauvais, mais il faut changer ça pour un futur meilleur ». Enfin et surtout, amusez-vous, c'est probablement la plus importante de toutes les règles. Prenez plein de photos, promenez-vous dans les bois, mais bon, essayez de rester prudent, et puis on sera évidemment vigilant quant à votre sécurité. Alors amusez-vous, et maintenant, chers amis, place au spectacle! Bon là je sens que je viens de plonger tout le monde dans dépression chronique, donc pour égayer cette vidéo, parlons de LA série comique du classement. Série comique qui commence par la mort du personnage principal. Oui, en effet dans The Good Place, Eleanor est morte et est accueillie au bon endroit, le paradis quoi, par Michael. Le problème c'est que Eleanor était une immonde et que donc elle devait aller au mauvais endroit. Sa présence va d'ailleurs complètement altérer le bon endroit puisque normalement tout doit y être parfait. Et elle va donc cacher ce secret avec l'aide de plusieurs personnages. Voilà. Et les personnages, c'est probablement la meilleure chose de cette série. Que ce soit Eleanor à la fois complètement horrible et complètement humaine. Parle-moi un peu de toi. Dis-moi par exemple, le jour où t'es morte, de quoi tu te rappelles? Bonjour, vous avez une minute pour parler d'écologie? Vous avez une minute pour parler à mon cul. Vous l'avez manqué. Ramassez-le, si l'écologie ça vous fait bander. Je me souviens de rien de spécial ce jour-là. Tani, la milliardaire hypocrite qu'on déteste puis qu'on adore. Ça c'est vraiment dingue. Ce matin, j'ai trouvé un ticket de jeu à gratter par terre pile devant chez moi. Je l'ai gratté et tenez-vous bien, je viens tout juste de gagner 18 000 $. Le truc de merde. Ce sera mieux la prochaine fois. Jason, le débile du groupe,
Michael, l'architecte, qui n'arrive pas à comprendre les humains. Si jamais mon projet a le moindre défaut de conception, le moindre bug dans le système, si un seul brin d'herbe est incliné d'une fraction de degré de trop, eh bien... l'existence même du quartier serait compromise. À qui est ce chien? Répondez-moi. À qui est ce chien? À qui est ce chien? Vous voyez, c'est le genre de bug auquel je faisais allusion. Si tu crois que je ne t'ai pas vu... Ouh, presque dans le mille. Tasse à thé? Dites, vous avez vu ma chienne? Janet, juste génial, ou Shidi, le prof de philo tout le temps stressé. D'ailleurs, avoir dans l'équipe un prof de philo qui doit apprendre aux autres à bien se comporter permet des questions morales assez intéressantes pour une série de ce genre. Comme par exemple, encore une fois, spoiler, timecode, à la fin de la saison 1, on apprend que Michael ne s'était pas trompé et que toute la série se passe depuis le début en enfer et qu'il a rassemblé les personnes qu'il était sûr qu'elles s'entendront pas, mais que finalement, elles sont devenues amies. La loose quoi? Encore un mec qui scripte pour faire souffrir quelqu'un. Mise en abîme récurrente, j'ai l'impression. Bref, ils vont vivre une aventure, aller dans plein d'endroits différents, mauvais endroits, à l'endroit du milieu où ils vont rencontrer un autre personnage hilarant. Et dans la saison 3, ils s'en rendent compte que personne ne va plus au paradis depuis longtemps, car la vie d'aujourd'hui est trop dure pour être irréprochable. Si, c'est une série comique, je vous jure. J'espère qu'ils feront aussi bien pour la saison 4. Oui, je sais, des épisodes sont déjà sortis, mais je préfère attendre pour regarder tout d'un coup. Je dois vous avouer quelque chose. Je ne regarde pas beaucoup de films ou de séries en noir et blanc. Donc tu n'es pas un vrai cinéphile. Mais s'il y a une série des années 60 en noir et blanc que j'adore et que je vous recommande, c'est la 4ème dimension. Oui, je sais, il y a eu 2 remakes, je sais, j'ai pas envie de les voir. Cette série est aussi une série d'anthologie comme Black Mirror, mais là, il n'y a pas vraiment de thème commun. Chaque épisode nous raconte une histoire surnaturelle, fantastique ou de science-fiction, et renvoie souvent à une morale. D'ailleurs, la 4ème dimension a compris comment faire passer une morale de manière efficace au public. Le traumatisme! Parce que rien de tel qu'un bon trauma pour enregistrer un message, hein? Pour les gosses. C'est d'ailleurs pour cela que la fin des épisodes de la série sont souvent perturbantes. Comme par exemple celle de l'épisode dans l'œil de l'admirateur, que je ne vais pas vous spoiler tellement c'est génial. Fin perturbantes qui inspireront bon nombre de cinéastes comme M. Night Shyamalan et de showrunners comme Charlie Brooker. Mais, écoute, révolutionner la manière même de raconter une histoire, c'est pas assez pour Monsieur Sterling. Parce qu'on fait les trucs bien chez nous, on n'a pas élevé chez les porcs quand même. Donc monsieur révolutionne aussi la façon de filmer, dont de nombreux films d'horreur s'inspirent encore aujourd'hui. Comme par exemple cette scène de l'épisode The Dummy, épisode dans lequel un ventriloque se met à croire que sa marionnette est vivante. Voilà, ce truc du miroir qui montre qu'un objet change de position, qu'on a vu des milliards de fois dans les films d'horreur modernes. Et ben la 4ème dimension le faisait déjà en 1962. Et c'est l'un des plus grands tours de force de cette série. C'est que même si elle a fêté ses 60 ans ce mois-ci, elle n'a pas pris une ride. Contrairement à d'autres séries de l'époque, genre les Doctor Who classiques qui ont méchamment vieilli. Les seuls trucs qui ont vieilli, c'est juste quelques micro-effets et le parler. Parce que, les persos, ils parlent comme dans les années 60 du coup. Mais rien de leur choquant. Il faut croire que dans la 4ème dimension, le temps
n'existe pas. Bon, pour Breaking Bad, je vais faire court. D'abord parce que tout le monde connaît, et parce que j'en ai vite fait parler dans ma critique d'El Camino. Breaking Bad raconte l'histoire de Walter White, prof de chimie clairement passionné par ce qu'il fait, mais manquant cruellement de confiance en lui. Le jour de ses 50 ans, on lui diagnostique un cancer du poumon inopérable. Oui, j'aime les séries joyeuses, comme vous pouvez le voir. Mais le problème, c'est qu'en plus du cancer, Walt est fauché câble et blé. Il décide alors de se lancer dans le trafic de méthamphétamine, une drogue dure, pour placer sa famille hors du besoin. Pour cela, il va être aidé de Jesse Pinkman, un de ses anciens élèves devenus dealer et junkie. La série parle essentiellement de à quel point le business de Walt a plus explosé sa famille qu'autre chose. On suit également ce dernier dans sa plongée dans l'addiction à l'argent, au pouvoir, à la satisfaction de la vie de baron de la drogue et à sa déshumanisation, et en parallèle l'évolution de Jesse qui gagne en sympathie, en maturité, mais surtout devient plus humain que n'importe qui. Que dire de Breaking Bad, si ce n'est qu'elle est en compétition avec Game of Thrones pour le titre de meilleure série de tous les temps? Et vu les notes que Game of Thrones se prend depuis la saison 8 si détestée par les fans, J'ai gagné. ce titre est complètement mérité, car Breaking Bad n'est pas seulement la meilleure série sur la drogue que j'ai jamais vue, mais c'est l'une des plus grandes œuvres audiovisuelles jamais produites. Rien que ça. Les personnages sont étudiés dans les moindres détails pour que leur destinée aille vers une tragédie impossible à éviter. La réalisation est sublime, les répliques cultes, le scénario divinement écrit au point où c'en est presque dérangeant. Et là j'ai un problème, c'est que c'est parfait, il n'y a rien à redire sur cette série, à part que la saison 1 qui était un chouïa en dessous du reste, et même ça c'était nécessaire pour présenter l'univers. Même le numéro 1 du classement il y a des trucs à redire, mais là, non. Je veux dire, cette série est tellement géniale qu'elle s'est permis de faire le plus grand cliffhanger de l'histoire de la série télé sur les chiottes. Et les seuls trucs vraiment intéressants que j'avais à dire, ben, tout le monde les a déjà dit, donc regardez Breaking Bad. Croyez-moi, même si c'est long au début, c'est que du bon. Alors, objectivement, Breaking Bad est une meilleure série. Mais entre cette série-là et moi, c'est personnel. Il faut qu'on parle de Doctor Who, version 2005, pas les classiques. Donc, Doctor Who, de quoi ça parle? Cette série raconte l'histoire d'un extraterrestre sans nom qui se fait juste appeler le Docteur. Le Docteur fait partie de la race des Seigneurs du Temps. Cette race a pour particularité de changer d'apparence lorsqu'ils sont aux portes de la mort. Mais le Docteur est le dernier Seigneur du Temps. En effet, il a dû détruire sa planète pour éviter une guerre cosmique qui aurait pu détruire l'univers. Depuis ces jours, le Docteur voyage à bord de son vaisseau spatial appelé le TARDIS, qui peut voyager dans l'espace mais aussi dans le temps. Ce vaisseau ressemble à une boîte de téléphone mais est en réalité plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur. Le Docteur ne voyage pas seul, car voyager seul dans l'immensité de l'espace et du temps rendrait fou n'importe qui. C'est pour cela qu'il est souvent accompagné de ses compagnons terriens pour l'épauler. Et dans les épisodes, nous suivrons leurs mésaventures dans le temps et l'espace. Si j'adore Doctor Who, et qu'elle est ma série préférée, c'est parce que j'ai jamais vu un truc aussi intelligemment fun. Je m'explique. Dans Doctor Who, on a Vincent Van Gogh qui combat un alien géant invisible, un avion de Seconde Guerre mondiale qui tire sur un vaisseau spatial, des Pères Noël chasseurs de primes, le Titanic qui s'écrase sur le Buckingham Palace, et plein d'autres trucs du genre. Résumé comme ça, c'est complètement con. Mais si vous voulez, c'est ce que j'appelle l'effet Mario Bros. Ça paraît complètement con quand vous le résumez, mais c'est super cohérent quand vous êtes dans l'univers du truc. Genre, je sais pas si t'as remarqué, mais Mario c'est un plombier moustachu italien qui saute sur des champignons et qui combat le roi des tortues mutantes. À mon avis, les champignons, c'est des champignons hallucinants. Mais quand vous jouez à Mario, vous dites pas que c'est débile. Parce que c'est cohérent dans l'univers du jeu. Doctor Who, c'est pareil. C'est cohérent dans son propre univers. Ça permet à la série d'être déjà atrocement fun, sans aucun moment où tu te dis que ça devient débile, mais ça permet aussi de rendre les moments hyper sérieux qui te ramènent à la réalité encore plus forts. Il y a également des envolées dramatiques hyper émouvants dans cette série. Mais c'est difficile de parler des moments dramatiques de la série à quelqu'un qui ne les a jamais regardés. Ça se base surtout sur des personnages. Et mon dieu, parle de personnages géniaux.
Déjà, le docteur. Fascinant, mystérieux, drôle, intelligent, mais parfois un peu cruel. Voire carrément cruel. Heureusement, les compagnons sont toujours là pour le ramener sur le droit chemin. Les compagnons aussi sont géniaux. Ces gens qui ont eu la chance de rencontrer le docteur et qui se retrouvent embarqués dans ces voyages. Et on est triste à chaque fois que l'un d'entre eux part. Sauf Rose. Rose, voilà, je m'en foutais. D'ailleurs, la saison 1 est clairement merdique. Il y avait 2 bons épisodes. Et c'est tout. Donc, regardez-la quand même, parce qu'elle est importante, mais dites-vous que c'est de la merde et que ça devient mieux après. Mais ce qui est surtout génial avec les compagnons, c'est que tu les envies. Même s'ils manquent de se faire tuer à chaque fois qu'ils vont quelque part, t'as envie de rencontrer le docteur, t'as envie de voir toutes ces planètes, de rencontrer tous ces personnages historiques. Bon, sauf la fois où ils ont rencontré Claire, là j'aurais pas apprécié. T'as envie de combattre les Daleks, etc., etc. Du coup, ça te pousse à vouloir voir plus de cet univers si vaste, et surtout, d'imaginer ce qu'il y a dans cet univers si vaste. Doctor Who est une série qui te pousse à te servir de ton imagination. Et si tu aimes t'en servir, et si tu entres dans le délire de la série, tu devrais surkiffer. Donc voilà, c'était la liste de mes séries préférées. N'hésitez pas à me dire à quel point j'ai tort ou si vous êtes d'accord avec moi dans les commentaires. Laissez le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous pour plus de vidéos, s'il vous plaît. Et moi, en attendant, je vous dis ciao!